En moins de 10 ans, un seul ministère a contrôlé ce que plus de 70 millions de personnes lisaient, écoutaient et voyaient. Chaque nouvelle, chaque film et chaque voix publique étaient soumis à un système conçu pour façonner la perception nationale sans opposition possible. La propagande nazie a fonctionné comme une machine continue. Elle a éliminé la presse indépendante, réorganisé l'art, contrôlé la radio et transformé le cinéma en un instrument politique. Pendant la guerre, elle a manipulé les victoires et les défaites, créé des ennemis internes et externes et maintenu le moral même lorsque le pays était au bord de l'effondrement. Rien n'échappait à son emprise. L'école, le travail, les célébrations et la vie privée ont été absorbés par le récit officiel. Comment Goebbels a-t-il pu établir un contrôle si vaste sur la perception collective ? Pourquoi son système a-t-il été accepté pendant des années sans résistance massive? L'émergence de l'architecte du contrôle, l'ascension de Goebbels et la construction de son appareil de propagande. Joseph Goebbels n'est pas arrivé au pouvoir par hasard ni par simple loyauté envers le parti nazi. Son ascension fut le résultat d'une combinaison précise entre talent communicatif, ambition démesurée et une capacité exceptionnelle à comprendre les vides émotionnels d'une société fracturée. L'Allemagne de l'entre-deux-guerres n'avait pas seulement besoin de solutions économiques ou militaires, elle avait besoin d'un récit qui lui redonnerait un sens d'identité. Goebbels a compris cela avant beaucoup de ses contemporains et a consacré sa vie à devenir l'architecte de ce récit. Son enfance se déroula dans un environnement catholique de classe moyenne appauvrie, marqué par la rigidité morale et les aspirations frustrées d'ascension sociale. Une maladie durant l'enfance lui laissa un handicap permanent à la jambe, condition qui l'exclut des activités physiques et le poussa vers le monde des livres, des idées et de l'introspection. Cette limitation physique se transforma en une obsession de démontrer une supériorité intellectuelle. Dès son jeune âge, il développa une vision du monde où les restrictions matérielles pouvaient être surmontées par la volonté et la manipulation des perceptions. Cette idée deviendrait, des années plus tard, le noyau de sa conception propagandiste. Pendant ses années universitaires, Goebbels a étudié la littérature, l'histoire et la philosophie. Le milieu académique allemand de l'époque était saturé de débats sur la décadence nationale, l'identité culturelle et l'effondrement moral de l'Occident. Ces discussions alimentaient son besoin de trouver des explications totalisantes pour le déclin allemand. Les intellectuels qu'il fréquentait interprétaient la défaite de 1918 non comme un échec militaire, mais comme une blessure spirituelle. Goebbels a absorbé ce récit et a commencé à le voir comme une opportunité. Si la guerre avait été une défaite de l'esprit, alors la reconstruction devait être une geste de régénération morale et émotionnelle. Il a essayé de se faire un chemin en tant qu'écrivain et dramaturge, mais il a échoué. La scène culturelle de Weimar, cosmopolite et avant-gardiste, rejetait le romantisme nationaliste qu'il admirait. Ce rejet ne l'a pas abattu, il l'a réorienté. Il a compris que son talent narratif pouvait trouver un terrain beaucoup plus fertile en politique qu'en littérature. Là, il pourrait utiliser ses compétences pour construire des récits collectifs, pas des œuvres individuelles. La politique est devenue sa scène et les masses son public. La rencontre avec Adolf Hitler à la moitié des années 20 fut décisive. Goebbels ne vit en lui pas simplement un leader charismatique, mais le protagoniste parfait pour la narration qu'il souhaitait construire. Hitler incarnait la figure de l'homme commun, élevé par la force de sa volonté, du soldat trahi qui revient pour racheter son peuple. Goebbels comprit que son rôle n'était pas de rivaliser avec Hitler, mais de l'amplifier. Il devint le concepteur de l'image, le responsable de transformer Hitler non seulement en un politicien influent, mais en une figure indissociable du destin allemand. Lorsqu'il a été nommé chef de la propagande du parti nazi à Berlin en 1926, il a fait face au défi le plus difficile de sa carrière. La capitale allemande était dominée par la presse libérale, les mouvements ouvriers organisés et les cercles intellectuels qui rejetaient le nationalisme. Goebbels comprit rapidement qu'il ne suffisait pas de diffuser des messages, il fallait modifier le climat émotionnel de la ville. Sa stratégie consistait à générer une présence continue, rassemblements, brochures, journaux partisans, affiches provocantes, confrontations rhétoriques. La clé était de transformer le parti nazi en un acteur incontournable, même pour ses détracteurs.
Pour y parvenir, il a travaillé avec un sens théâtral de la politique. Chaque acte public devait être conçu comme un spectacle avec une structure dramatique. Il comprenait également qu'il était nécessaire de créer des antagonistes clairs. Dans la rhétorique nazie, les ennemis n'étaient pas des rivaux politiques, mais des menaces existentielles. Cette simplification permettait de générer de l'émotion par-dessus les données. À Berlin, il a perfectionné l'art de transformer chaque conflit en un test de résistance pour le parti et chaque critique en une confirmation de son importance. L'hostilité s'est transformée en publicité gratuite. Cette étape a été décisive parce qu'elle l'a obligé à développer des méthodes directes de manipulation de masse, contrôle du rythme émotionnel des rassemblements, utilisation sélective de rumeurs pour générer de la tension, exploitation de la peur dans les quartiers ouvriers, utilisation de la violence politique comme outil narratif. Bien que les nazis ne dominaient pas la ville, Goebbels a réussi à rendre leur présence constante et bruyante, obligeant la presse rivale à réagir à leur égard et, par conséquent, à les amplifier. Lorsque Hitler a été nommé chancelier en janvier 1933, Goebbels était déjà préparé à transformer la propagande en un instrument d'État. La première chose qu'il a faite en prenant ses fonctions de ministre de la propagande a été de réorganiser le système médiatique allemand pour éliminer les zones d'autonomie qui existaient encore. Il comprenait que l'information devait circuler de manière verticale, depuis le ministère vers tous les niveaux culturels. Pour cela, il ne s'est pas contenté de contrôler les journaux. Il est entré dans des domaines qui semblaient indépendants de la politique: théâtre, musique, arts plastiques, sport, éducation esthétique. Pour lui, chaque expression culturelle avait une fonction politique, même si ses producteurs ne le savaient pas. Le ministère fonctionnait comme un organisme centralisé composé de départements spécialisés. Chacun était doté d'équipes destinées à superviser les contenus, définir les lignes narratives et coordonner les réponses publiques. À la différence d'autres États autoritaires de la période, le régime nazi a accordé à la propagande un rôle de premier plan et non secondaire. Goebbels insistait sur le fait que la propagande devait anticiper les événements, ne pas se limiter à les commenter. Son objectif était de créer un cadre interprétatif préalable, une façon de voir le monde qui faisait que chaque événement s'inscrivait dans une narrative de destin national. L'un des premiers pas a été de soumettre la presse à un processus de coordination. Les journaux n'ont pas été abolis, mais transformés en instruments d'un discours unique. Pour y parvenir, il organisait des réunions matinales où étaient communiqués les sujets du jour, les interprétations obligatoires et les approches permises. Bien qu'il existait de multiples entêtes, toutes reflétaient la même vision du gouvernement. La diversité apparente servait à renforcer l'illusion de normalité. Différentes voix répétaient le même message, ce qui augmentait sa crédibilité. En même temps, Goebbels comprenait que la propagande devait être inséparable de l'expérience quotidienne. La radio, en particulier, est devenue le moyen idéal pour cet objectif. Le régime a encouragé la production d'appareils bon marché accessibles à des millions de foyers. Cet acte, présenté comme une avancée technologique, était en réalité une stratégie de pénétration sociale. Une fois à l'intérieur du foyer, la voix de l'État acquérait un ton intime, presque familier. Goebbels cherchait précisément cela, installer le récit officiel dans l'espace privé où le récepteur était plus détendu et donc plus perméable. Le cinéma était un autre pilier essentiel de son projet. Bien que tous les films produits n'étaient pas ouvertement politiques, beaucoup renforçaient subtilement des valeurs proches du régime: sacrifice, discipline, unité, obéissance, identification avec le leader. L'objectif était que la propagande ne soit pas perçue comme telle. Goebbels croyait fermement que le message le plus efficace est celui qui ne se reconnaît pas comme message. Le spectateur devait sentir que les émotions éveillées étaient les siennes, non induites. Derrière cet enchevêtrement médiatique se cachait une conception spécifique de l'être humain. Pour Goebbels, l'individu n'était pas un sujet pleinement rationnel, mais une entité émotionnelle, influençable, qui cherchait ordre et appartenance. Son travail consistait à offrir ces éléments de manière systématique. À travers la répétition, l'exaltation rituelle et la création de symboles, il construisait un univers dans lequel l'idéologie nazie se présentait comme un fait naturel. La propagande ne se contentait pas d'informer, elle reconfigurait la réalité.
La construction du culte d'Hitler fut peut-être son œuvre la plus élaborée. Il n'était pas seulement décrit comme un leader politique, mais comme une incarnation de la nation elle-même. Dans les discours, les films et les actes publics, le Führer était présenté comme un condensé de vertus allemandes, volonté, discipline, clairvoyance. La propagande ne se limitait pas à diffuser son image, mais à créer un lien émotionnel entre le peuple et son chef. En ce sens, Hitler n'était pas un homme, il était une fonction narrative. Goebbels s'assura que chaque succès militaire, chaque annonce économique, chaque célébration publique renforça la perception selon laquelle Hitler était indispensable au destin du pays. Le processus a culminé avec l'élaboration d'un style de communication direct, simple et percutant. Goebbels comprenait que les messages complexes se dissolvent dans la masse. Il préférait des idées claires, des dichotomies morales, des récits linéaires. Le style n'était pas le fruit de l'ignorance, mais du calcul. Il voulait que la propagande soit accessible à tous, des ouvriers industriels aux paysans et aux femmes au foyer. Sa vision était qu'aucun citoyen ne devait être exclu du récit national. La construction de cet appareil de propagande n'était pas une simple opération administrative, mais un projet de transformation collective. Chaque média, chaque acte public, chaque image et chaque rumeur faisaient partie d'un écosystème conçu pour synchroniser la perception de millions de personnes. Goebbels croyait en la propagande non pas comme un outil auxiliaire du pouvoir, mais comme son fondement. Pour lui, contrôler l'interprétation de la réalité était plus important que contrôler la réalité elle-même. C'est pourquoi, depuis le ministère, il a modelé la conscience publique avec la précision d'un artisan et l'ambition d'un ingénieur social. Le cas de Goebbels pose une question centrale. Comment un système politique peut transformer la communication en un outil capable de définir non seulement l'opinion publique, mais aussi les limites de ce qui est imaginable au sein d'une société? Sa méthode ne se basait pas uniquement sur le contrôle des contenus, mais sur la régulation du contexte émotionnel dans lequel ceux-ci étaient reçus. Ce point est essentiel pour comprendre pourquoi son influence dépassait la portée traditionnelle de la propagande. Il ne s'agissait pas de convaincre, mais d'établir un cadre mental préalable dans lequel tout message, même contradictoire, pouvait s'intégrer sans fracturer la cohésion interne. Une autre dimension pertinente est la relation entre le leader propagandiste et la structure étatique. Goebbels n'opérait pas dans le vide. Son efficacité dépendait d'un environnement qui avait volontairement renoncé à la pluralité en échange d'ordre et d'appartenance. Ce phénomène révèle que la propagande la plus efficace surgit lorsque la société est déjà prête, pour ses propres raisons, à réorganiser sa vision du monde. La manipulation devient viable lorsque la population cherche des réponses simples à des problèmes complexes. Il est également significatif de constater comment la propagande a fonctionné comme une technologie sociale. Elle n'a pas seulement opéré à travers des messages, mais aussi par la création de rituels, de routines et d'habitudes. La répétition de ces pratiques a transformé l'idéologie en coutume et la coutume en norme. Ce processus explique pourquoi l'appareil de propagande a pu soutenir des attentes collectives, même lorsque la réalité était déjà impossible à cacher. Enfin, la figure de Goebbels démontre jusqu'à quel point l'interprétation des faits peut surpasser les faits eux-mêmes dans leur capacité à influencer le comportement humain. Son héritage ne réside pas dans les mensonges qu'il a diffusés, mais dans le fait d'avoir montré qu'une narration, soutenue avec suffisamment de cohérence et de persistance, peut devenir une forme d'autorité équivalente à la force physique. L'ingénierie de la perception. Comment la propagande a façonné la vie quotidienne allemande? Une fois le régime consolidé, la propagande cessa de fonctionner comme un outil de persuasion politique pour devenir une architecture invisible de la vie quotidienne. Le citoyen allemand moyen ne rencontrait plus les messages de propagande comme quelque chose d'externe. Il les vivait comme une partie naturelle de son environnement. Goebbels avait réussi quelque chose d'extraordinaire, transformer la propagande en atmosphère. Chaque geste public, chaque célébration collective, chaque objet culturel acquit une signification politique sans que la majorité le perçoive comme une imposition. La vie quotidienne devint indissociable du message officiel. Le premier front de cette ingénierie fut l'éducation. Bien que les programmes scolaires n'aient pas radicalement changé du jour au lendemain, la manière d'interpréter les contenus a bel et bien été transformée.
l'histoire a été réorganisée comme un récit héroïque où le peuple allemand apparaissait comme victime de trahisons internes et d'agressions extérieures, destinées à retrouver sa grandeur. La biologie a adopté un langage pseudo-scientifique orienté à justifier les hiérarchies raciales et la nécessité de protéger la pureté allemande. L'éducation physique a été renforcée en tant que discipline pour construire des corps forts, sains et obéissants. Il ne s'agissait pas seulement d'enseigner des contenus, mais de générer une manière de ressentir l'appartenance nationale. Dès un jeune âge, les enfants apprenaient à interpréter la société à travers un filtre émotionnel soigneusement conçu. En dehors de l'école, les organisations de jeunesse sont devenues un autre pilier fondamental. La Hitlerjugend pour les garçons et la Bund Deutscher Mädel pour les filles créaient une communauté qui mélangeait sport, discipline, rituel et camaraderie. Ces organisations fonctionnaient comme des espaces de formation émotionnelle où les jeunes apprenaient à faire davantage confiance à leur leader collectif qu'aux structures familiales. La propagande n'était pas transmise par des leçons explicites, mais à travers l'expérience elle-même, marches, camps, hymnes, insignes, cérémonies nocturnes. L'unité de jeunesse n'était pas soutenue par le contenu politique, mais par le sentiment d'appartenance qu'elle générait. Goebbels comprenait que chaque émotion provoquée se transformerait avec le temps en adhésion idéologique sans besoin de raisonnement. Dans le monde adulte, la propagande agissait de manière plus subtile, mais tout aussi constante. La radio jouait un rôle décisif. Avec la fabrication massive du Volksempfänger, un récepteur bon marché et de conception simple, la propagande d'État pénétrait dans des millions de foyers. L'appareil n'était pas seulement un outil de diffusion, mais un symbole de modernité accessible à la population. En écoutant les transmissions, la famille allemande se sentait partie intégrante d'une communauté nationale unifiée. Les émissions n'étaient pas saturées de discours politiques, au contraire, elles se combinaient avec des programmes musicaux, des dramatisations et des retransmissions sportives. Ce mélange permettait au message idéologique de s'infiltrer naturellement. Lorsque le présentateur introduisait des nouvelles sur des décisions gouvernementales ou des victoires militaires, il le faisait avec le même ton que celui avec lequel il présentait un concert ou une recommandation culturelle. Ce processus réduisait la distance entre propagande et divertissement, fusionnant les deux dans un unique flux émotionnel. La presse écrite renforçait ce climat. Bien qu'il existât de multiples journaux, tous recevaient les mêmes directives quotidiennes du ministère de la Propagande. Les citoyens pouvaient avoir l'impression de choisir entre différentes options, mais en réalité, toutes les premières pages, les gros titres et les analyses suivaient la même ligne narrative. L'uniformité ne cherchait pas seulement à informer, mais à générer un sentiment de stabilité. Lorsque tous les médias s'accordaient sur l'interprétation des événements, cela créait l'illusion que cette interprétation était la seule possible. Toute dissidence était automatiquement expulsée de l'espace public. L'esthétique urbaine s'est également transformée en outil de propagande. Les places, les rues et les bâtiments publics ont commencé à se remplir de drapeaux, bannières, symboles et slogans. Les images du leader occupaient une place importante. Portraits, bustes et affiches renforçaient sa présence constante. Lors d'événements de masse, comme le 1er mai ou les anniversaires du régime, la ville devenait une scène monumentale. Ces décors ne communiquaient pas seulement le pouvoir, ils généraient un sentiment d'appartenance. Les citoyens ne voyaient pas seulement l'idéologie, ils l'habitaient. Goebbels savait que la propagande la plus efficace était celle qui s'expérimentait avec le corps, pas seulement avec l'esprit. Les fêtes publiques jouaient un rôle central dans cette expérience collective. Le régime a réorganisé le calendrier annuel pour inclure des événements qui renforçaient le récit de la Renaissance allemande. La journée du parti à Nuremberg, l'anniversaire de Hitler, les hommages aux morts du mouvement, les célébrations de la récolte. Ces cérémonies n'étaient pas de simples actes politiques, elles étaient conçues comme des rituels, des défilés nocturnes aux flambeaux, des discours soigneusement synchronisés, des chœurs, des chorégraphies et des démonstrations de force militaire produisaient une esthétique qui mêlait solennité, émotion et unité. Goebbels comprenait que la répétition annuelle de ces rituels créait une mémoire émotionnelle. Chaque citoyen savait quoi ressentir et quand le ressentir, et cette prévisibilité générait un sentiment de stabilité dans un monde en transformation.
Le cinéma renforçait cet environnement émotionnel. Les films n'avaient pas besoin d'être explicitement politiques pour fonctionner comme propagande. Beaucoup étaient des comédies, des drames romantiques ou des aventures historiques qui renforçaient les valeurs associées au régime: obéissance, sacrifice, discipline, pureté morale, service à la communauté. La figure du héros cinématographique n'était pas nécessairement un soldat ou un militant nazi, mais incarnait des qualités que le régime souhaitait promouvoir. Les films à thème militaire ou historique étaient utilisés pour créer des parallèles symboliques entre l'Allemagne contemporaine et un passé héroïque. Le cinéma permettait aux spectateurs de vivre des émotions intenses de manière contrôlée. Chaque larme, applaudissement ou soupir renforçait le récit étatique sur l'identité allemande. La propagande pénétrait également dans la vie quotidienne à travers des produits culturels apparemment innocents. Les chansons populaires incorporaient des mélodies militaires, les magazines de divertissement incluaient des reportages sur les réussites sociales du régime, les jeux d'enfants reproduisaient des symboles et des hiérarchies du monde nazi. Même l'architecture domestique était influencée par les idéaux esthétiques promus par le ministère. Formes sobres, matériaux locaux, style inspiré par la tradition rurale allemande. Ces initiatives visaient à créer un environnement visuel cohérent avec le discours de l'État: harmonie, ordre et connexion avec la terre. Dans le domaine du travail, le Front allemand du travail a remplacé les syndicats et a réorganisé la vie professionnelle sous un discours paternaliste. Grâce à des programmes comme la force par la joie, des vacances, des activités récréatives et des voyages subventionnés étaient offerts. Ces avantages non seulement favorisaient la productivité, mais renforçaient l'idée que l'État prenait soin de ses citoyens. Ce qui, dans d'autres circonstances, aurait été une politique sociale, a été présenté comme une expression de l'esprit communautaire nazi. La propagande ne cherchait pas à glamouriser le travail, mais à le convertir en un acte de service national. À l'intérieur du foyer, la propagande adoptait des tons encore plus subtils. Les magazines féminins promouvaient un modèle de maternité lié au devoir racial, des recettes de cuisine mettaient en avant l'autosuffisance en temps de pénurie, et des publications pour enfants montraient des histoires où les valeurs du régime étaient transmises de manière amicale. La domesticité se transformait en un espace idéologique. Chaque décision, de la décoration à l'éducation des enfants, pouvait être interprétée comme une contribution au projet national. La propagande n'avait pas besoin de s'imposer, elle modelait silencieusement. Le contrôle émotionnel du peuple allemand dépendait également de la construction de l'ennemi. Le régime avait besoin de créer des figures qui représentaient tout ce que la nouvelle Allemagne rejetait: dégénérescence, chaos, trahison, menaces extérieures. La propagande a assigné ses fonctions à différents groupes, à différentes étapes du régime. Dans les premières années, l'accent était mis sur la supposée corruption morale de la République de Weimar et la manipulation étrangère. Plus tard, les ennemis se sont concrétisés en figures spécifiques: adversaires politiques, critiques du régime, population considérée comme indésirable et puissances étrangères. Chaque image de l'ennemi visait à canaliser les frustrations et les peurs collectives, créant l'illusion que le régime fournissait protection et ordre. Ce mosaïque de stratégies a généré une réalité émotionnelle uniforme. Les citoyens éprouvaient leur vie à travers un filtre qui diluait la complexité. La propagande ne cherchait pas à convaincre par des arguments, mais à modeler le climat émotionnel du pays. En offrant stabilité, appartenance, identité et explication, elle se transformait en une référence constante pour interpréter la réalité. Avec le temps, la propagande a réussi quelque chose d'encore plus profond. Elle a installé l'idée que la vie individuelle devait se mettre au service d'un projet plus grand. En transformant la sphère privée en extension du discours officiel, le régime a réussi à faire en sorte que des millions de personnes intègrent sa narration comme une partie naturelle de leur existence. Il n'était pas nécessaire de répéter des slogans pour faire partie du système. Il suffisait de vivre à l'intérieur de celui-ci. Ce processus a transformé la propagande en un composant fondamental de la structure sociale du Troisième Reich. Il a non seulement modelé les opinions, mais aussi les habitudes, les émotions et les attentes. Par le biais de symboles, rituels, arts et divertissements, Goebbels a transformé la vie quotidienne en une scène où chaque geste, chaque célébration et chaque silence
renforçait la fidélité au régime. Ce qui avait commencé comme une stratégie politique est devenu un mode de vie. L'analyse de l'impact de la propagande sur la vie quotidienne allemande montre que le véritable pouvoir du régime ne résidait pas dans ses messages, mais dans sa capacité à occuper des espaces qui, dans d'autres sociétés, restent en dehors du domaine politique. L'occupation progressive de l'école, du foyer, du travail, des loisirs et des rituels communautaires révèle un mécanisme fondamental, la normalisation. Quand un système parvient à faire en sorte que ces valeurs fassent partie du rythme quotidien, il n'a plus besoin de persuasion explicite. La population ne répète pas les slogans parce qu'elle les croit, mais parce que la structure sociale les incorpore comme faisant partie de l'habituel. Un autre aspect pertinent est la manière dont la propagande a supprimé la distance entre individus et État. Dans la plupart des systèmes politiques, la vie privée fonctionne comme une barrière contre l'intrusion du pouvoir. Sous le dispositif conçu par Goebbels, cette barrière a disparu. Le citoyen a cessé d'avoir un espace symbolique propre. La propagande s'est intégrée dans des tâches simples, qu'il s'agisse d'écouter la radio, de cuisiner, d'éduquer les enfants ou de participer à des célébrations locales, au point de rendre presque impossible de distinguer où finissait la routine personnelle et où commençait la logique étatique. Cette perte de frontières est un indicateur clair de la profondeur avec laquelle un régime peut modeler des identités sans avoir besoin de recourir à la violence directe. Finalement, l'expérience quotidienne sous la propagande nazie met en évidence que la manipulation la plus efficace ne cherche pas toujours à transformer des convictions profondes, mais à orienter des comportements pratiques. Accepter une directive, assister à un événement obligatoire, suivre un rituel scolaire ou éviter un commentaire critique n'implique pas nécessairement une adhésion idéologique, mais produit une adaptation qui, répétée chez des millions d'individus, soutient le fonctionnement du système. En ce sens, le chapitre révèle que la vie quotidienne n'était pas un simple théâtre de propagande, c'était le terrain où le régime a consolidé son contrôle réel. Le mécanisme de l'État total, moyens, censure et le perfectionnement de l'illusion nationale. Le ministère de la propagande fonctionnait comme le cerveau opérationnel du Troisième Reich. Ce n'était pas un département de plus au sein de la bureaucratie d'État, mais la colonne vertébrale qui garantissait la cohésion idéologique de tout le système. Goebbels avait construit une machine complexe divisée en départements spécialisés qui contrôlaient chaque domaine de l'expression publique: presse, radio, cinéma, théâtre, musique, art visuel, littérature, propagande extérieure, opinion publique et organisation d'événements massifs. Chaque domaine opérait avec des équipes techniques, des éditeurs et des superviseurs qui travaillaient selon des protocoles précis. L'objectif ne consistait pas simplement à transmettre des messages corrects, mais à générer un climat émotionnel constant qui éliminait toute possibilité de vision alternative. La presse écrite représentait l'un des piliers les plus visibles du contrôle. Les journaux allemands ont conservé leur nom traditionnel et bon nombre de leurs structures éditoriales, mais ont perdu toute indépendance réelle. Chaque matin, les rédacteurs en chef recevaient des instructions détaillées sur les sujets du jour, l'approche autorisée et les limites interprétatives. Ces directives comprenaient les titres, les photographies, le langage et l'ampleur des articles. Même les journaux locaux devaient se synchroniser avec le récit national. Cette diversité apparente remplissait une fonction psychologique essentielle: créer l'illusion de normalité dans une société où il n'existait plus de points de vue opposés. Le lecteur pouvait choisir entre plusieurs journaux, mais tous disaient exactement la même chose. La radio opérait selon une logique encore plus centralisée. Goebbels comprit dès le début son potentiel unique. Elle pouvait pénétrer simultanément dans des millions de foyers sans concurrence ni interruption. La synchronisation des stations permettait qu'un même message parvienne à toute l'Allemagne en même temps, avec un ton émotionnel identique. Dans les moments critiques, les transmissions dictaient non seulement l'information, mais aussi l'émotion avec laquelle elle devait être reçue. Les discours de Hitler étaient soigneusement édités avant d'être diffusés, se transformant en rituels collectifs où des millions d'Allemands ressentaient simultanément la même exaltation. La radio n'informait pas, elle orchestrait les états d'âme. Le cinéma est devenu l'outil le plus sophistiqué de l'appareil. Son contrôle nécessitait une surveillance continue des scénarios, du casting, des tournages, du montage,
de la distribution et de l'exhibition. Goebbels ne cherchait pas à inonder les salles de propagande explicite, mais à concevoir une atmosphère cinématographique où même les films apparemment neutres renforçaient indirectement les valeurs du régime. Les drames historiques, les comédies légères et les romances rurales n'obtenaient autorisation que s'ils respectaient des paramètres idéologiques spécifiques. La représentation d'un peuple discipliné, harmonieux et obéissant se répétait dans de multiples formats. Le spectateur, entouré de cette atmosphère cohérente, finissait par accepter comme naturel ce qui était une construction délibérée. Les arts de la scène ont également été soumises à une supervision approfondie. Les théâtres devaient demander une autorisation pour chaque répertoire. Les œuvres expérimentales, cosmopolites ou considérées comme dégénérées ont été éliminées. Les thématiques rurales, historiques et mythologiques ont reçu une promotion systématique car elles renforçaient l'image d'un peuple homogène et enraciné. La musique, des concerts symphoniques au répertoire populaire, s'est intégrée au projet idéologique. Les compositeurs liés au régime recevaient un soutien de l'État. Ceux jugés inappropriés faisaient face à la marginalisation ou à une interdiction directe. Les orchestres d'État véhiculaient une esthétique qui mettait l'accent sur la solennité, la pureté et la grandeur nationale. Au-delà de la production de contenu, le régime nazi a perfectionné les mécanismes de censure préventive. Le ministère ne se limitait pas à interdire ce qui était indésirable, il contrôlait chaque phase du processus créatif. Avant qu'un livre ne soit imprimé, il passait par des filtres qui évaluaient son ton idéologique, son impact émotionnel et son influence potentielle sur le public. Les maisons d'édition connaissaient les paramètres nécessaires pour éviter les problèmes, ce qui générait une autocensure généralisée. Beaucoup d'écrivains n'avaient pas besoin de recevoir des interdictions explicites. La pression de l'environnement suffisait à orienter leur créativité vers des thèmes acceptables. Ce mécanisme produisait un écosystème culturel où la conformité fonctionnait comme une norme invisible. Le domaine scientifique n'a pas échappé non plus au contrôle propagandiste. Universités, laboratoires et sociétés académiques devaient aligner recherche et publication sur les objectifs étatiques. Certaines disciplines, comme la physique théorique ou l'ingénierie, conservaient des marges relatives d'autonomie. D'autres, comme l'anthropologie, la médecine sociale et l'histoire, furent complètement absorbées par l'idéologie raciale et politique. La propagande transformait la science en validation académique des politiques du régime, éliminant toute possibilité de débat intellectuel. Textes scolaires et manuels techniques reflétaient cette convergence entre savoir et message officiel. Goebbels a également conçu un système de réponse immédiate en cas de crise ou de rumeur. Si une tension économique éclatait, un revers militaire ou toute situation menaçant la stabilité émotionnelle, le ministère réagissait de manière coordonnée. Des communiqués officiels, des articles interprétatifs, des discours de leaders locaux, des programmes spéciaux de radio et des événements publics garantissaient que la population reçoive une explication unique. Le vide informatif représentait un danger car il générait des doutes. La propagande ne pouvait soutenir l'illusion d'unité que si elle contrôlait également l'incertitude. Dans les moments où la réalité menaçait de déborder le récit officiel, le ministère intensifiait la production de messages jusqu'à ce que la tension émotionnelle soit résolue. Le contrôle visuel complétait cette architecture de propagande. L'esthétique du régime, fondée sur la linéarité, la monumentalité et l'harmonie, s'étendait des bâtiments gouvernementaux aux affiches de rue. La photographie officielle représentait Hitler, les leaders du parti et le peuple allemand dans des poses soigneusement élaborées. Regard vers l'horizon, gestes fermes, foules ordonnées. Chaque image transmettait force, direction et discipline. Le photojournalisme indépendant a presque complètement disparu. La population ne voyait que des versions idéalisées de la société, où la pauvreté, le désordre et la dissidence n'avaient pas de place. L'architecture est devenue l'expression physique du pouvoir totalitaire. Les bâtiments gouvernementaux, les places et les avenues cherchaient à impressionner, à communiquer la permanence et la grandeur. Les structures monumentales avaient un but propagandiste spécifique, générer un sentiment de petitesse chez l'individu et renforcer la perception que le régime était inébranlable. Goebbels comprenait que la propagande devait se matérialiser dans l'espace habité par les personnes.
La monumentalité n'était pas seulement esthétique, elle était psychologique. La coordination entre propagande et surveillance complétait le système. Bien que le ministère de la Propagande ne fût pas un organisme policier, il travaillait étroitement avec la Gestapo, le ministère de l'Intérieur et les leaders régionaux du parti. Si un artiste, écrivain ou journaliste défiait les limites établies, la punition provenait à la fois de l'appareil culturel et des mécanismes policiers. Cette interconnexion générait un climat où toute déviation pouvait avoir des conséquences sévères. Sans nécessité d'imposer la terreur directe dans chaque cas, la propagande réussissait à faire intérioriser à la population l'obéissance comme une conduite naturelle. Cet ensemble ne façonnait pas seulement les perceptions, mais créait une expérience émotionnelle cohérente. Les citoyens vivaient dans un univers symbolique fermé. Les contradictions pouvaient être perçues, mais non exprimées ouvertement. Les informations extérieures étaient filtrées et réinterprétées selon des paramètres officiels. L'État administrait non seulement ce que les gens voyaient et entendaient, mais aussi comment ils devaient le ressentir. Cette administration émotionnelle maintenait une cohésion nationale artificielle, mais profondément efficace. Tout au long des années 1930, la propagande a atteint son objectif principal, effacer la distinction entre la vérité et la narration officielle. Pour de très nombreux Allemands, la version étatique des événements n'était pas seulement une interprétation, mais la réalité même. L'illusion nationale fonctionnait parce qu'elle se vivait quotidiennement, dans chaque espace et geste. La propagande ne demandait pas la foi, elle construisait l'habitude. Graduellement, la population a cessé de distinguer entre information, spectacle et obéissance. Tout faisait partie du même système émotionnel. L'entrée en guerre rendit ce mécanisme encore plus essentiel. La propagande devait non seulement mobiliser, mais aussi soutenir psychologiquement une nation soumise à des tensions extrêmes. Grâce à l'appareil préalablement construit, l'État maintint la cohésion intérieure pendant des années, même lors des moments de défaite. Ce succès ne fut pas dû uniquement à la peur, mais au travail méthodique de Goebbels. Une population habituée à voir la réalité à travers un filtre idéologique acceptait sans résistance les réinterprétations officielles les plus extrêmes. La machinerie du ministère de la Propagande n'était pas un simple accompagnement du pouvoir nazi, c'était sa structure mentale. Sans elle, le régime n'aurait pas pu générer l'illusion d'unanimité, ni soutenir la guerre, ni prolonger l'obéissance collective. C'était le mécanisme qui a permis à des millions de personnes de vivre sous une vision fabriquée et d'y croire comme si c'était un fait naturel. Goebbels avait construit quelque chose de plus qu'un appareil de communication. Il avait créé une réalité alternative qui fonctionnait tant que personne n'avait accès à une autre version des faits. L'étude de l'appareil médiatique nazi exposée dans ce chapitre montre que la censure n'a pas fonctionné uniquement comme une interdiction d'information, mais comme une réorganisation totale de l'écosystème communicatif. Le plus significatif n'était pas ce qui a cessé d'être publié, mais la création d'un environnement dans lequel une seule interprétation du monde était possible. Cette approche révèle que le pouvoir propagandiste le plus efficace ne repose pas sur le fait de faire taire des voix, mais d'empêcher qu'il existe un point de comparaison. Quand il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de doute. Et quand il n'y a pas de doute, la narrative dominante devient automatiquement une vérité perçue. Un autre élément clé est la manière dont le régime a intégré technique et émotionnalité au sein d'un même mécanisme. La propagande nazie n'a pas utilisé la radio, le cinéma ou la presse comme de simples canaux, mais comme des outils coordonnés qui travaillaient simultanément sur différentes couches de l'expérience humaine. Le résultat fut un système où le citoyen recevait des messages cohérents, répétés et renforcés depuis de multiples directions, ce qui réduisait la possibilité de remise en question individuelle. L'uniformité émotionnelle, plus que l'uniformité idéologique, était le véritable objectif de l'appareil. Ce chapitre permet également de réfléchir au rôle de l'autocensure en tant que produit direct du contrôle total. L'absence d'alternatives visibles a conduit de nombreux créateurs, journalistes et universitaires à ajuster spontanément leur production, même avant de recevoir des directives formelles. Cette dynamique révèle que la censure la plus efficace n'est pas celle qui est imposée d'en haut, mais celle que le propre système induit chez chaque acteur social. Une fois que l'autocensure devient partie du comportement quotidien,
Le régime n'a plus besoin de superviser chaque geste. Le contrôle s'internalise. Dans l'ensemble, cette réflexion montre que la véritable réalisation de l'appareil médiatique nazi n'était pas la propagande en soi, mais la création d'un environnement où le récit officiel est devenu la seule façon possible d'interpréter la réalité. La propagande comme arme, la manipulation de la guerre, l'ennemi et le destin national. L'expansion territoriale allemande a marqué le début d'une nouvelle phase dans la stratégie de propagande de Goebbels. Il ne suffisait plus de maintenir la stabilité interne, il était nécessaire de construire un récit épique qui légitimerait chaque mouvement militaire et présenterait la guerre non comme une décision stratégique, mais comme un mandat historique inévitable. La propagande s'est transformée en une arme de combat. Elle ne tirait pas de projectiles, mais modelait les perceptions, justifiait les agressions et soutenait le moral national à des moments où la réalité défiait le mythe de la puissance allemande. Depuis les premiers mouvements expansionnistes, notamment l'annexion de l'Autriche et l'occupation des Sudètes, la propagande présentait ces faits comme des restaurations naturelles de l'ordre européen. La narration insistait sur le fait que l'Allemagne ne conquérissait pas, mais récupérait des territoires dont les habitants désiraient ardemment se réunir avec le Reich. Les images diffusées montraient des foules souriantes, des drapeaux flottants et des célébrations chorégraphiées. La propagande cachait les tensions réelles, les oppositions internes et les stratégies militaires. Pour la population allemande, chaque avancée territoriale n'était pas une manœuvre militaire, mais la confirmation du destin national. La construction de l'ennemi a joué un rôle crucial à cette étape. Goebbels avait besoin d'expliquer pourquoi l'Allemagne devait faire face à plusieurs nations sans paraître être l'agresseur. Pour cela, il a renforcé la figure de l'ennemi externe comme une force menaçante. La Pologne a été présentée comme un État hostile qui attaquait les minorités allemandes. La France et la Grande-Bretagne apparaissaient comme des puissances hypocrites qui faisaient obstacle à la renaissance allemande. Le communisme soviétique et la prétendue conspiration internationale étaient décrits comme des dangers existentiels. La narration ne reposait pas sur des faits vérifiables, mais sur un climat émotionnel d'urgence défensive. L'Allemagne, avec toute sa force militaire, se représentait elle-même comme victime d'un encerclement injuste. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a permis au ministère de la Propagande de déployer complètement sa machine. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, était amplifiée par des transmissions radiophoniques, des actualités cinématographiques et des gros titres synchronisés. Les images de soldats avançant, de chars en mouvement et d'avions traversant le ciel créaient une sensation de supériorité technique inévitable. Les actualités, soigneusement montées, éliminaient les scènes de chaos, d'improvisation ou de fatigue. L'armée était représentée comme une force parfaite, coordonnée et pratiquement invincible. À mesure que le conflit s'intensifiait, Goebbels a commencé à utiliser une ressource essentielle, la manipulation du rythme émotionnel. Les premières campagnes militaires, notamment en Pologne, en Norvège, en Belgique et en France, étaient présentées comme des démonstrations d'une précision chirurgicale inégalée. Le message insistait sur le fait que chaque opération s'était déroulée exactement comme prévu et que la victoire était le fruit du génie stratégique du leadership allemand. Cette narration renforçait la confiance interne et rendait difficile pour la population de percevoir le véritable coût humain du conflit. L'invasion de l'Union soviétique a ouvert un nouveau chapitre de propagande. L'Est était présenté comme un territoire sauvage, chaotique, arriéré et contaminé idéologiquement. La propagande soutenait que la guerre contre l'Union soviétique n'était pas seulement un conflit géopolitique, mais un combat pour la survie de l'Europe. Cette stratégie avait un double objectif, justifier la brutalité extrême de la campagne et préparer émotionnellement la population à une guerre d'usure qui ne se résoudrait pas facilement. Dans les actualités, le front oriental était représenté comme un scénario où le soldat allemand livrait une lutte presque mythologique contre des forces innombrables. L'échelle était délibérément exagérée pour donner un sens au sacrifice. L'ennemi intérieur est devenu un élément indispensable de la narrative guerrière. La propagande a lié la menace extérieure à des figures considérées comme indésirables à l'intérieur du territoire allemand. Cette opération mentale permettait au régime de justifier des mesures répressives extrêmes en les présentant comme partie essentielle de l'effort de guerre. La surveillance,
La dénonciation entre voisins et les purges institutionnelles ont été intégrées dans un discours qui exigeait l'unité absolue. L'ennemi, plus qu'une entité militaire, est devenu une présence psychologique. Il pouvait être partout et devait être éradiqué. En parallèle, le ministère a déployé une stratégie visuelle destinée à renforcer l'héroïsme du soldat allemand. Les photographies officielles montraient des troupes disciplinées, des uniformes impeccables et des visages déterminés. La figure du combattant est devenue un symbole de dévotion nationale. Goebbels cherchait à faire du soldat non seulement un agent militaire, mais un idéal moral. Cette représentation permettait de cacher la dureté du front, la faim, le froid et l'épuisement. À mesure que la situation à l'Est s'est aggravée drastiquement, l'image du soldat héroïque se sacrifiant pour un avenir qui semblait de plus en plus abstrait a été maintenue. Avec l'augmentation des pertes et la difficulté croissante à soutenir émotionnellement la guerre, Goebbels a intensifié l'utilisation des contrastes visuels et émotionnels. Les actualités montraient des villes européennes détruites par des bombardements alliés, soulignant l'attaque supposée indiscriminée contre les civils. L'intention était claire, renforcer l'idée que l'Allemagne combattait un ennemi sans scrupules. Cette stratégie visait à transformer la défaite en indignation et l'indignation en résistance. La propagande ne devait pas seulement cacher les mauvaises nouvelles, elle devait transformer l'expérience de la souffrance en combustible pour la loyauté. L'un des moments les plus décisifs de cette stratégie a eu lieu avec la défaite à Stalingrad. L'ampleur du désastre était impossible à cacher, et Goebbels devait choisir entre mentir et perdre toute crédibilité, ou accepter la défaite et la réinterpréter. Il a opté pour la seconde option. Les actualités et les journaux ont présenté la chute de Stalingrad comme un sacrifice héroïque. Les soldats qui sont morts ou ont été capturés se sont transformés en martyrs de la lutte contre le bolchevisme. Le discours insistait sur le fait que seul un peuple réellement grand était capable de faire face à une épreuve si dure. Cette opération rhétorique a permis que la défaite n'érode pas le soutien interne, mais au contraire le renforce. La souffrance collective a été réinterprétée comme un acte de rédemption. À mesure que la guerre avançait vers une phase défensive, la propagande s'adaptait à nouveau. Les campagnes de 1943 et 1944 concentraient leurs efforts sur le maintien du moral civil face aux bombardements massifs. Les images de villes détruites étaient utilisées avec précaution. Elles ne cherchaient pas à générer du désespoir, mais à transmettre la résistance. Goebbels instruisait ses équipes pour montrer des civils nettoyant des débris, des travailleurs réparant des infrastructures et des groupes de femmes organisant des cuisines collectives. La narration insistait sur le fait que l'Allemagne était devenue une forteresse dont les habitants se battaient non seulement avec des armes, mais avec leur esprit. La manipulation du temps émotionnel a également joué un rôle essentiel. Les discours, programmes radio et articles étaient organisés pour alterner tension et soulagement. Après des nouvelles négatives, des messages encourageants sur des avancées technologiques supposées, de nouvelles armes ou des alliances stratégiques étaient ajoutées. Même lorsque ces informations étaient exagérées ou directement fausses, elles remplissaient leur fonction, éviter le collapsus psychologique. Dans les derniers mois de la guerre, la propagande est entrée dans une phase qui combinait désespoir et fanatisme. Goebbels a promu l'idée de la guerre totale, un slogan qui exigeait que le peuple allemand sacrifie tout pour la survie de l'État. La propagande de cette étape faisait moins appel à la grandeur historique et plus à la nécessité urgente de résister jusqu'à la fin. Les émissions radio appelaient à transformer chaque rue et bâtiment en une ligne de défense. Le récit insistait sur le fait que se rendre équivalait à la destruction de l'Allemagne et que la seule option digne était de se battre jusqu'à la limite. Même lorsque la défaite était imminente, la propagande maintenait l'illusion qu'un retournement de situation était possible. Des rumeurs ont été diffusées sur de nouvelles armes miraculeuses, des fractures au sein des Alliés et des négociations secrètes inexistantes. Le but n'était pas de tromper efficacement, mais d'éviter l'effondrement émotionnel total. Goebbels croyait que, tant que la population conservait une certaine forme d'espoir, le régime pouvait continuer à fonctionner. Cette stratégie a prolongé la résistance allemande au-delà de ce que de nombreuses conditions militaires auraient permis. Avec le recul, la propagande nazie pendant la guerre n'a pas seulement expliqué la violence, mais l'a rendue émotionnellement acceptable. Elle a transformé les agressions en défense,
les défaites en sacrifices et les atrocités en actes de survie nationale. La guerre est devenue un miroir déformant qui reflétait non pas la réalité, mais le récit officiel. Des millions d'Allemands ont vécu le conflit comme un destin inévitable, non comme une décision politique. Et cette perception a été l'un des triomphes les plus sombres du ministère de la propagande. La machine créée par Goebbels a réussi à maintenir l'illusion même pendant que le monde s'effondrait autour du régime. La société en miroir, réaction, résistance silencieuse et l'expérience humaine sous le joug de la propagande. La propagande nazie n'a pas agi sur une société homogène ni sur un public complètement réceptif. Bien qu'elle ait réussi à modeler les perceptions et à établir un cadre émotionnel dominant, l'expérience humaine sous l'appareil de propagande fut diverse, complexe et, dans de nombreux cas, contradictoire. Les Allemands n'ont pas vécu la propagande de manière uniforme. Ils l'ont interprétée, l'ont adaptée, l'ont résistée ou l'ont acceptée selon leurs circonstances personnelles, leurs peurs, leur environnement et leur position au sein de la structure sociale. Le régime, conscient de ces différences, a conçu sa machinerie de persuasion non seulement pour convaincre, mais pour absorber silencieusement le plus grand nombre possible d'attitudes divergentes. Au cours des premières années, l'enthousiasme généralisé pour la stabilité économique et la diminution du chômage a facilité la pénétration propagandiste. La classe ouvrière industrielle, surtout dans les zones urbaines, a d'abord réagi avec prudence, mais les programmes sociaux et le sentiment d'ordre ont contribué à atténuer les résistances. Dans de nombreux cas, la propagande agissait comme un langage émotionnel qui réduisait les tensions internes. Pour les familles qui avaient vécu l'instabilité de Weimar, la présence constante du régime à la radio, dans les journaux et lors des célébrations publiques créait un sentiment de continuité. Bien que tout le monde ne s'identifie pas au discours idéologique, beaucoup bénéficiaient de l'atmosphère de sécurité apparente. Parmi les femmes au foyer, l'expérience propagandiste a pris une tournure particulière. Les messages destinés aux femmes mettaient en avant l'importance du foyer, de la maternité et de l'unité familiale dans le projet national. Les magazines féminins, les programmes de radio et les affiches publiques présentaient ces fonctions comme les piliers de l'avenir allemand. Ce message engendrait des tensions internes. Certaines femmes l'acceptaient comme faisant partie d'un ordre qui leur accordait reconnaissance. D'autres le percevaient comme une restriction déguisée en idéal. La vie domestique est devenue un espace où la propagande s'infiltrait de manière subtile, de l'éducation des enfants aux recettes recommandées pendant les années de rationnement. Tous ces messages n'étaient pas crus, mais ils s'infiltraient dans les habitudes quotidiennes. La résistance dans ce domaine était silencieuse et consistait à réinterpréter ou à relativiser les exigences officielles sans les exprimer ouvertement. Parmi les jeunes, la machine de propagande a atteint un de ses niveaux d'influence émotionnelle les plus profonds. Les organisations de jeunesse offraient identité, camaraderie, appartenance et une structure claire de récompenses symboliques. Pour de nombreux adolescents vivant dans des foyers tendus ou peu stables, la Hitlerjugend et la Bund Deutscher Mädel n'étaient pas seulement des organisations politiques, mais aussi des espaces sociaux où ils pouvaient connaître le succès, la reconnaissance et un sens de l'objectif. Cependant, cette adhésion n'était pas absolue. Certains jeunes imitaient l'enthousiasme requis sans le ressentir réellement. D'autres développaient des attitudes d'obéissance superficielle qui se diluaient à l'âge adulte. Chez les travailleurs industriels et ruraux, la propagande fonctionnait par un mélange de paternalisme et de pression psychologique. Le Front allemand du travail promouvait l'idée d'une communauté de travail unie par des objectifs supérieurs, dissimulant les inégalités réelles. À travers des programmes récréatifs et des avantages sociaux, la propagande transformait le travail en un acte de loyauté nationale. Cependant, en coulisses, de nombreux ouvriers exprimaient des critiques privées. Ils savaient que la propagande amplifiait les accomplissements et taisait les problèmes. La résistance se manifestait par des commentaires discrets, des blagues sur les dirigeants locaux ou de l'apathie face aux rituels du régime. Ces gestes ne menaçaient pas le système, mais révélaient que l'adhésion à la propagande n'était pas toujours sincère. Les classes moyennes urbaines, plus exposées à l'information externe et plus conscientes des mécanismes de propagande, éprouvaient une relation plus ambivalente avec le régime. Beaucoup ont bénéficié de la stabilité économique, mais n'ignoraient pas le caractère artificiel des récits officiels.
La presse uniforme et les transmissions radiales répétitives généraient, dans certains secteurs, une sensation de saturation. Cependant, cette perception se transformait rarement en opposition ouverte. La propagande avait réussi à associer toute critique du régime à la trahison. L'autocensure est devenue une pratique quotidienne, alimentée par la pression sociale et la possibilité de sanctions. Les groupes religieux ont vécu une expérience complexe. Bien que le régime ait cherché à récupérer les églises et à les absorber dans un modèle étatique, de nombreux croyants faisaient une distinction claire entre les rituels religieux et les rituels politiques. La propagande a tenté de réinterpréter certaines valeurs chrétiennes comme justificatifs du sacrifice national, mais pas toujours avec succès. Dans certaines communautés, le discours du régime entrait en conflit avec des traditions enracinées. La résistance, dans ces cas, se manifestait par des sermons voilés, des réunions discrètes ou de simples silences chargés de sens. Bien que ces expressions ne défiaient pas la structure nazie, elles montraient que la propagande trouvait des limites dans des espaces où l'identité collective avait des racines antérieures au régime. Le spectre le plus dur de résistance, même sans s'exprimer publiquement, provenait d'individus qui percevaient de manière précoce le caractère destructeur du système. Médecins, professeurs, scientifiques et bureaucrates qui avaient accès à des informations plus vastes comprenaient que le discours officiel cachait des réalités inquiétantes. Mais même parmi eux, l'opposition restait à voix basse. Le régime avait réussi à lier, par la propagande et la surveillance, la dissidence au risque personnel. La pression psychologique était si intense que beaucoup préféraient s'adapter extérieurement tout en réservant leurs pensées critiques pour des espaces privés. Dans les minorités persécutées, l'expérience de la propagande était radicalement différente. La propagande ne les rendait pas seulement invisibles, mais les transformait en éléments diabolisés. Pour la population juive, par exemple, la propagande n'était pas un bruit de fond, c'était une menace constante. Les affiches antisémites, les caricatures dégradantes et les articles incendiaires créaient une atmosphère d'hostilité qui affectait tous les aspects de la vie quotidienne. La propagande transformait les voisins et les collègues en vigiles potentiels. Même ceux qui n'adhéraient pas à la haine raciale pouvaient être pris au piège de la logique du silence par peur d'être associés à l'ennemi. Dans ces groupes, la résistance prenait des formes intimes, préserver les traditions, maintenir des réseaux de soutien, refuser de se résigner émotionnellement à la marginalisation. Parmi les soldats envoyés au front, la relation avec la propagande oscillait entre l'espoir et la frustration. Dans les premières années, les actualités renforçaient la perception qu'ils faisaient partie d'une force invincible. Mais à mesure que le conflit devenait plus dur, de nombreux soldats découvraient que la propagande ne correspondait pas à ce qu'ils vivaient. Le contraste entre l'image héroïque du combattant et la rudesse du front générait de la désillusion. Cependant, cette désillusion se traduisait rarement par un rejet général du régime. La propagande leur avait appris à interpréter le sacrifice comme faisant partie d'un devoir supérieur. De nombreux soldats acceptaient la divergence entre la réalité et le récit comme un prix nécessaire pour soutenir le moral à la maison. À l'arrière, surtout pendant les bombardements alliés, la population civile a développé des formes particulières de résistance émotionnelle. Bien que la propagande soulignât l'unité et la force face à la destruction, de nombreux citoyens ressentèrent de la peur, de la fatigue et du désespoir. Dans les abris anti-aériens, des conversations émergeaient qui auraient rarement été prononcées dans des espaces ouverts. Certaines familles murmuraient des doutes sur la guerre, d'autres montraient du ressentiment envers l'arrogance des dirigeants, et beaucoup se limitaient à exprimer une profonde lassitude. Ces petites fractures émotionnelles ne conduisirent jamais à des révoltes, mais elles démontraient que l'acceptation de la propagande était davantage un masque social qu'une conviction absolue. Au cours des dernières années du conflit, la propagande est devenue si intense qu'elle a engendré un phénomène inattendu, un épuisement émotionnel collectif. Les discours interminables sur le sacrifice, la résistance totale et la destruction de l'ennemi ont commencé à perdre de leur force parmi certains secteurs de la population. La saturation a poussé certains citoyens à adopter une attitude de déconnexion interne, écoutant la propagande sans vraiment l'absorber. Ce détachement silencieux n'a pas suffisamment affaibli le régime pour le renverser, mais il a révélé une limite psychologique.
Même le système de propagande le plus sophistiqué ne peut maintenir une tension émotionnelle constante sans épuiser ceux qui la reçoivent. Malgré ces fractures, il est indéniable que la propagande a eu un effet profond sur l'expérience humaine sous le nazisme. Elle n'a pas transformé tous les Allemands en croyants fervents, mais elle a façonné les cadres à travers lesquels ils interprétaient leur vie quotidienne. Même ceux qui n'acceptaient pas pleinement le message officiel l'utilisaient comme point de référence. Le régime avait réalisé quelque chose de plus subtil que l'obéissance absolue. Il avait installé un climat émotionnel qui délimitait le dissible, le pensable et le possible. La société se mouvait à l'intérieur d'une structure de miroir. Chaque individu voyait refléter sa propre image dans un environnement où la propagande occupait tous les espaces. Certains miroirs reflétaient de l'enthousiasme, d'autres de la peur, d'autres de la résignation. Mais tous appartenaient au même appareil. La propagande n'avait pas besoin d'uniformiser les âmes. Elle devait seulement les maintenir dans le même labyrinthe émotionnel où chaque couloir menait, d'une manière ou d'une autre, vers le régime. Le mirage en ruine, l'effondrement du récit et le credo final de Goebbels. La phase finale du Troisième Reich représenta la preuve ultime pour le système propagandiste construit pendant plus d'une décennie. Goebbels avait conçu un dispositif capable d'absorber les doutes, de réinterpréter les échecs et de maintenir une illusion psychologique même lorsque la réalité commençait à la démentir. Cependant, aucun mécanisme de manipulation ne pouvait indéfiniment résister au poids d'un effondrement militaire et social. À partir de 1943, le récit officiel commença à montrer des fissures visibles et le ministère de la propagande fut obligé de reformuler son discours, l'intensifiant jusqu'à des limites extrêmes dans le but d'éviter que la population allemande tombe dans le découragement. La propagande cessa d'être un instrument de cohésion pour devenir un dispositif de contention psychologique. La défaite à Stalingrad marqua un tournant fondamental. Jusqu'à ce moment, le régime avait construit un récit basé sur l'inévitabilité du triomphe. Chaque campagne militaire était présentée comme une démonstration du génie stratégique de Hitler et de la supériorité allemande. Mais Stalingrad était trop grande pour être dissimulée, et Goebbels comprit que la seule option était de redéfinir sa signification. La reddition ne pouvait être décrite comme une défaite, mais comme un sacrifice héroïque. Dans des discours, articles et actualités, les soldats piégés dans la ville furent exaltés en exemple de dévouement inébranlable. La tragédie fut convertie en mythe. Avec cette opération rhétorique, Goebbels chercha à transformer la douleur nationale en détermination. Mais ce changement de narratif avait des coûts internes. La population, habituée à des années de triomphe, commença à percevoir la distance entre le récit épique du ministère et la réalité quotidienne, la pénurie de nourriture, la mort de parents, la destruction causée par les bombardements. La propagande intensifia son ton pour combler cet écart. Le langage devint plus solennel, plus désespéré et plus totalisant. La figure de l'ennemi fut diabolisée avec plus de force. Les Alliés cessèrent d'être de simples adversaires pour devenir une menace existentielle déterminée à détruire non seulement le régime, mais aussi le peuple allemand. Cette description visait à générer la peur, et la peur devait transformer l'inquiétude en obéissance. En parallèle, l'appareil de propagande a commencé à souligner l'idée de la guerre totale. Goebbels a présenté ce concept comme la seule réponse logique à un moment critique. Dans le célèbre discours de 1943 au Sportpalast, il a non seulement fait appel au sacrifice, mais a établi un cadre émotionnel qui identifiait la survie du pays à l'engagement absolu de chaque citoyen. Ce n'était pas seulement un appel moral, c'était une structure narrative conçue pour fermer toutes les issues psychologiques possibles. Goebbels savait que, si la population acceptait l'idée que seule la résistance totale pouvait garantir leur avenir, alors tout doute ou fatigue pouvait être interprété comme une trahison. Cette insistance sur la guerre totale a eu des effets contradictoires. D'une part, de nombreux citoyens ont adopté un esprit de résistance qui a prolongé la capacité du régime à soutenir le conflit. D'autre part, la pression émotionnelle a engendré un épuisement profond. La propagande, dans sa tentative de maintenir intacte l'illusion du destin, a commencé à fragmenter l'expérience interne de la population. Les gens s'accrochaient aux rituels et aux messages officiels parce qu'il n'y avait plus d'autres narratifs disponibles.
Mais ces mêmes messages commençaient à être perçus comme des échos d'un système qui perdait le contrôle des événements. La vie dans les villes allemandes reflétait cette tension. Les bombardements alliés intensifièrent la souffrance civile et la propagande répondit en mettant en avant des images de résistance héroïque. Les rues pleines de décombres étaient présentées comme un témoignage de la force du peuple. Les actualités montraient des brigades de femmes retirant des débris de bâtiments détruits, des travailleurs réparant des lignes ferroviaires et des citoyens s'entraidant. Ces images cherchaient à contrer la peur et la fatigue. Cependant, la réalité vécue par les Allemands s'éloignait de plus en plus du récit officiel. La destruction était trop évidente pour être réinterprétée sans questionnements internes. À mesure que la guerre avançait, la manipulation de l'ennemi prenait un ton plus viscéral. La propagande se concentrait sur la menace soviétique, la présentant comme une force brutale prête à anéantir l'Allemagne. Cette stratégie n'était pas sans fondement. Les troupes soviétiques avançaient rapidement et cherchaient à venger des années de violence allemande à l'Est. Cependant, Goebbels exagérait délibérément la menace pour intensifier la peur collective. L'image de l'armée rouge devenait un instrument pour maintenir la cohésion interne. Le message était clair, se rendre signifiait l'anéantissement. Résister était la seule option. La narration du sacrifice, déjà installée depuis Stalingrad, s'est amplifiée dans les derniers mois du régime. Goebbels a commencé à promouvoir des histoires d'adolescents volontaires, de vieillards armés et de citoyens ordinaires qui s'opposaient aux Alliés maison par maison. Ces histoires n'étaient pas toujours inventées. La réalité de l'effondrement militaire obligeait au recrutement de tous les secteurs de la population. Cependant, la propagande transformait ces faits en exemples de vertu patriotique. L'objectif était de freiner l'avancée du doute. Dans un contexte où la défaite devenait évidente, la propagande insistait sur le fait que la dignité résidait dans la lutte continue. La figure de Hitler, dans cette période, a acquis une teinte presque religieuse. La propagande le représentait comme un leader invincible en esprit, bien que sa présence publique ait diminué. Goebbels se chargeait de cultiver une image de Hitler comme stratège silencieux, concentré à diriger la guerre depuis le centre du pouvoir. Son isolement physique était réinterprété comme une concentration spirituelle. Dans ses discours, Goebbels parlait du Führer comme d'un homme chargé du poids du destin de la nation. Cette approche visait à maintenir vivante la foi en un leader de plus en plus déconnecté du monde extérieur. À l'intérieur du régime, cependant, le récit de propagande commençait à se fissurer. Les officiers militaires savaient que la guerre était perdue, et de nombreux dirigeants politiques reconnaissaient que le système s'effondrait. Goebbels, en revanche, s'accrochait à son rôle de gardien du récit. Dans ses journaux, il montrait une conviction presque mystique dans la mission historique du nazisme. Sa foi ne diminua pas avec la réalité, au contraire, elle s'intensifia. Pour lui, la propagande n'était pas seulement un instrument du pouvoir, mais un devoir moral. Si l'Allemagne devait tomber, elle devait tomber en croyant. Il n'y avait pas de place pour les demi-teintes. Cette conviction atteignit son point culminant lorsque les Alliés avancèrent sur Berlin. La propagande ne pouvait plus cacher le désastre. Les émissions radio parlaient ouvertement des combats dans les rues, mais insistaient sur le fait que la résistance était une forme de grandeur. Goebbels commença à utiliser un langage qui combinait tragédie et exaltation. La chute n'était pas décrite comme une défaite, mais comme une épreuve monumentale qui démontrerait la noblesse du peuple. Cette narrative, profondément émotionnelle, cherchait à transformer la destruction en un acte final de fidélité. Dans ce contexte est né ce que l'on pourrait appeler le credo final de Goebbels. Il savait que la défaite était inévitable, mais son objectif n'était plus de gagner la guerre, mais de maintenir intact l'esprit du régime jusqu'à son dernier instant. Ce credo reposait sur 3 idées essentielles: la fidélité absolue au Führer, la conviction que la défaite était la faute de l'ennemi et non du régime, et la croyance que le sacrifice total préservait la dignité historique du peuple allemand. Cet ensemble d'idées a été répété dans des discours, des articles et des émissions radiophoniques jusqu'au dernier jour d'avril 1945. La mort de Hitler. Le 30 avril a confirmé la ruine finale du récit. Pour Goebbels, cette nouvelle ne représentait pas seulement la fin politique du régime, mais la dissolution du centre moral de son récit. Sans le chef, il n'y avait pas de récit possible. Sa décision de rester à Berlin n'était pas un acte impulsif,
mais cohérent avec sa vision du destin. Goebbels avait construit un monde symbolique où la reddition était pire que la mort. Dans le bunker, il a continué à diriger les dernières transmissions radiophoniques, insistant sur la force de l'esprit allemand, même lorsque les troupes soviétiques étaient à des mètres de distance. Dans ces dernières heures, il a pris des décisions qui reflétaient la logique interne de son credo final. Il a éliminé ses propres enfants, convaincu qu'une vie sans le national-socialisme était dénuée de sens pour eux. Cet acte, profondément perturbant, fut la culmination d'une vision où la propagande avait remplacé la réalité jusqu'à devenir une identité totale. À la fin, Goebbels ne put échapper à sa propre construction. L'illusion qu'il avait créée pour des millions est devenue son seul refuge. La chute du régime a révélé l'ampleur du mirage. Les Allemands, qui avaient écouté pendant des années des discours sur la grandeur, le destin et le sacrifice, se sont retrouvés avec des ruines, des villes détruites et une défaite accablante. La propagande n'avait pas seulement été un instrument de contrôle, mais une lentille qui déformait la perception collective. Son effondrement n'a pas seulement libéré de l'information, il a obligé des millions à faire face à la distance émotionnelle entre ce qui était vécu et ce qui était cru. Le projet de propagande de Goebbels s'est terminé en cendres, mais son impact a perduré. Il a montré jusqu'à quel point un État peut construire une identité basée sur des récits soigneusement conçus et comment ces récits peuvent se maintenir même face à la preuve la plus brutale. La propagande n'a pas seulement accompagné la guerre, elle a été une arme essentielle pour la prolonger. Et dans son effondrement final, la fragilité de tout système qui tente de remplacer la réalité par un récit absolu a été exposée.